Salut à tous et nous revoilà à nouveau pour cette troisième capsule vidéo dédiée à l'obtention de l'examen d'agent de la FIFA. Troisième vidéo, ce qui veut dire troisième document. Cette fois, on va parler du document sur la règlement du statut et transfert des joueurs édition 2024. Selon moi, ce document est un des documents les plus importants pour la préparation à l'examen. Facilement, il peut représenter entre 60 et 70% du contenu que vous allez trouver dans les questions à l'examen. Donc, je vous conseille de bien le lire, de bien vous préparer. Je vous conseille aussi de bien regarder la vidéo. Si vous avez des questions, les moindres détails que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire, on peut en reparler. Je vais bientôt préparer une séance de révision en groupe, donc soyez attentifs sur mes réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, même sur YouTube, je peux poster les dates de révision, donc soyez attentifs, soyez à l'affût. Bon, ce document, règlement du statut et transfert des joueurs, est séparé en trois parties différentes. Donc d'abord, dans la première partie du document, vous allez retrouver 43 définitions de termes que le document utilise assez souvent. Au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez trouver des mots qui sont ensuite définis. Donc je vous conseille de bien les lire, de bien jeter un coup d'œil s'il y a des mots lorsque vous lisez le document que vous ne comprenez pas. Revenez des notions pour comprendre exactement de quoi ça parle. Donc ensuite, vous allez trouver les 10 chapitres qui contiennent ce document-là. Ces 10 chapitres possèdent au total 29 articles. Donc là, dans cette présente vidéo, on va pouvoir parler des 29 articles et voir plus ou moins de quoi ça parle exactement, comme on a déjà fait dans les précédentes vidéos. Et dans la troisième partie de ce document-là, on va trouver les chapitres annexes. Donc tous ces chapitres annexes, je vais vraiment prendre une vidéo au complet dédiée juste à la partie annexe parce que je pense que c'est aussi de l'information très importante qui peut venir à l'examen. Donc bon, on commence. Chapitre 1, disposition préliminaire, article 1, et chapitre 2, statut du joueur, article 1 à 4. Donc ces deux chapitres sont assez courts, donc je vais les mettre ensemble. Donc en gros, ce premier chapitre, comme d'habitude, il présente le document qui consiste en gros à établir des règles concernant le statut des joueurs et la qualification qu'un joueur doit avoir pour pouvoir jouer du football organisé. Il explique aussi les transferts des joueurs, quels sont les protocoles qu'il faut suivre pour un transfert, que ce soit du football masculin ou du football féminin, et même pour les enfants mineurs. Je trouve que c'est des informations qu'on va au fur et à mesure voir dans la vidéo, donc je pense qu'on peut passer au chapitre 2. Donc chapitre 2. Les joueurs participant au football organisé, ils peuvent avoir le titre de joueur amateur ou alors de joueur professionnel. La différence, c'est qu'un joueur professionnel, lui, il a un contrat où c'est écrit qu'il est payé et qu'il joue exactement pour un club. Alors que les autres, effectivement, ils jouent pour des clubs, mais c'est des amateurs parce qu'il n'y a pas de contrat et ils ne sont pas payés. Un joueur pro qui fait sa carrière et ensuite il trouve que c'est le temps de devenir juste un joueur amateur, il doit attendre 30 jours depuis la dernière fois qu'il a joué en tant que pro pour pouvoir faire le switch. En même temps, un joueur pro qui est devenu amateur et qui ensuite il veut redevenir pro, alors là, il doit attendre un délai de 30 mois depuis qu'il est redevenu amateur pour redevenir pro. 30 mois, c'est environ 2 ans et demi. Son nouveau club qui l'accueille comme pro, il doit bien sûr payer une indemnité de formation à son club amateur. Un joueur pro qui finit son contrat et qui ne signe nulle part ailleurs ou alors qui prend totalement définitivement sa retraite, il sera enregistré dans ce dernier club pendant une totalité de 30 mois. Et c'est la même chose aussi pour les joueurs amateurs qui finissent leur activité footballistique. Chapitre 3. Enregistrement des joueurs de l'article 5 à 12 bis. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de le document et je pense qu'il est vraiment important de le comprendre, ce gros chapitre-là. J'ai essayé de vraiment prendre le plus de détails possible pour mieux l'expliquer. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire et je vous conseille de bien le lire, de bien le comprendre parce qu'il y aura plusieurs sujets qui peuvent revenir dans l'examen. Pour que chaque joueur soit enregistré comme joueur pro ou amateur, il doit d'abord être inscrit dans un système électronique d'enregistrement de joueurs de l'association. Chaque association d'un pays qui appartient à la FIFA a le devoir d'avoir ce système-là car ça lui permet aussi en même temps d'avoir un identifiant FIFA pour chaque joueur. Parce que, attention, juste les joueurs enregistrés peuvent jouer des matchs officiels. Les joueurs qui ne sont pas enregistrés, eux, ils peuvent jouer des matchs, mais ça doit être que des matchs amicaux. Par exemple, des joueurs qui viennent faire des mises à essai, eux, ils peuvent jouer, mais juste des matchs amicaux.
Un joueur qui est enregistré, ça veut dire que le joueur il appartient à un club et ce joueur-là ne peut être enregistré qu'à un seul club à la fois. Par contre, il est possible que durant une même année, il puisse changer de club. Ça veut dire qu'il peut être enregistré dans différents clubs, il peut être enregistré jusqu'à 3 clubs la même année. Par contre, il faut faire attention. Il peut juste avoir un maximum de 3 clubs dans la même année dans lequel le joueur il peut être enregistré. Quand je parle de la même année, là je parle de la même saison. Mais en réalité, un joueur il peut juste être enregistré pour 2 clubs seulement pendant une même saison. Même si la FIFA il dit qu'un joueur peut être au maximum 3, la troisième en fait, quand le joueur il veut changer pour une équipe qui elle joue dans un différent calendrier. Je vais donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, un joueur qui joue en Belgique, il commence la saison en Belgique, à la moitié de la saison, il trouve qu'il doit aller dans un nouveau club, donc il part en Espagne. Les deux ligues jouent dans le même calendrier, donc commence de septembre à mai. Par contre, le joueur, il trouve en mars, ça fonctionne pas et il veut partir au Brésil. C'est un joueur de nationalité brésilienne, il fait la demande de retourner au Brésil pendant la même saison. Il a le droit d'aller dans la ligue brésilienne parce que la ligue brésilienne n'a pas le même calendrier que les ligues européennes. Si je dis pas de bêtises, les ligues brésiliennes commencent réellement de mars jusqu'à novembre. C'est à ce moment-là qu'un troisième club peut enregistrer un joueur qui a déjà joué dans la même saison dans 2 clubs précédents, mais là comme ils n'ont pas le même calendrier, eh bien il peut être enregistré. J'espère que vous m'avez compris. Il est interdit de faire 2 transferts consécutifs d'un même joueur pendant une période de 16 semaines. Par exemple, pendant le marché d'été, un club achète un joueur et 2 semaines après, ce même joueur-là, il le vend dans un autre pays. Ce qui arrive beaucoup, par exemple, en Amérique latine, dans lequel un petit club vend un joueur dans un grand club et directement ce grand club-là, il le vend en Europe pour faire un peu un détournement d'argent, on peut dire. Ici, la FIFA l'appelle un transfert relais. Attention parce que le transfert relais peut arriver dans l'examen, c'est des questions qui arrivent assez souvent dans l'examen, je vous conseille de bien comprendre ce statut-là. Donc là, on a parlé des marchés des transferts. Techniquement, cette période-là, on l'appelle la période d'enregistrement. Dans le monde du football, on l'appelle aussi le mercato. Ces périodes-là, ils arrivent 2 fois par an. Donc on va avoir le mercato d'été. C'est la période qui commence toujours le lendemain à la fin d'une saison régulière jusqu'au premier jour de la nouvelle saison. D'habitude, ces périodes d'enregistrement-là, donc le mercato d'été, il dure entre 8 à 12 semaines. Et le mercato d'hiver, lui, il arrive à la moitié de la saison. Habituellement, ça aide au club de pouvoir s'ajuster pour pouvoir bien finir la saison. Celle-là, elle arrive, comme j'ai dit, en plein milieu. Elle est plus courte que celle d'été. Elle dure entre 4 et 8 semaines. Ça, c'est les 2 périodes dans lesquelles on peut enregistrer des joueurs. Donc habituellement c'est de les acheter ou les vendre ou bien de les prêter ou de les recevoir. C'est à ce moment-là que tous ces transferts se font, mais il est possible aussi d'enregistrer des joueurs en dehors de ces périodes-là selon certaines conditions. Ces conditions-là peuvent être: le joueur a résilié précédemment son contrat pour juste cause et il n'a pas de club. Sinon aussi le joueur n'a juste pas de contrat tout court. Le contrat du joueur a été résilié avec un accord des 2 parties, donc le joueur et son ancien club se sont dit bon ok, ça finit, il n'y aura plus de continuation entre les deux. Là on va plus toucher le football féminin. Si une joueuse elle va remplacer une autre joueuse qui elle est partie pour des raisons de maternité, elle a son enfant ou alors elle a fait l'adoption d'un enfant, là il faut tenir compte que cette joueuse qui vient remplacer la précédente, elle sera juste là pour remplacer celle qui est partie, et celle qui est venue remplacer, elle va partir lorsque l'autre elle va revenir. Lorsqu'un joueuse arrive en dehors des périodes réelles d'enregistrement, alors là les associations ils doivent aussi en tenir compte des conséquences sportives qui aura lieu et donner leur accord si oui ou non le club peut réellement signer ces joueurs là. Si on part un peu en arrière sur les joueuses qu'elles elles peuvent partir en congé maternité ou congé adoption, alors là les associations ils doivent vraiment prendre en considération les règles nationales des personnes qui partent en congé maternité ou paternité. Quand une association enregistre un nouveau joueur, alors l'association a le devoir de donner au club un passeport du joueur. Donc dans ce passeport-là, vous allez aussi trouver tous les clubs dans lesquels le joueur il a été enregistré depuis son 12e anniversaire. Par exemple, si l'enfant il est né en novembre, alors on va pas prendre les informations à partir de novembre quand il a eu 12 ans. Non, on va prendre vraiment jusqu'en janvier de l'année dans laquelle il a eu 12 ans.
Le passeport aussi a une version électronique, donc là on va l'appeler le passeport électronique du joueur qui va être aussi donné et qui contient exactement les mêmes informations, c'est juste que cette fois-ci c'est vraiment des informations électroniques. Donc là on va parler du certificat international de transfert d'un joueur. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque un joueur il va faire un transfert international, par exemple un joueur colombien va partir en Belgique, l'association de football colombienne doit la donner à la nouvelle association, c'est l'association belge de football. Et avec ce document-là, elle va pouvoir accueillir le nouveau joueur. Une copie de ce certificat-là doit aussi être envoyée à la FIFA pour preuve que tout s'est bien déroulé selon les critères. Par contre, si le joueur il va juste pour faire une mise à essai, alors c'est pas autorisé, c'est pas nécessaire de donner un certificat pour juste une mise à essai ou juste de simples matchs amicaux que le joueur peut jouer. C'est vraiment quand le transfert du joueur a réellement lieu et que tous les papiers ont été signés. La nouvelle association doit écrire à toutes les associations et clubs ayant formé le joueur entre 12 à 23 ans que le joueur est enregistré comme pro après avoir reçu le CIT. Comme vous le savez tous, les clubs entre eux peuvent se prêter des joueurs. Les prêts se font sur une base avec un accord écrit pour une durée prédéterminée après plusieurs contraintes écrites dans le contrat. Donc d'abord dans le contrat, il doit avoir une précision des conditions, la durée du prêt et des conditions aussi financières. Ce qui arrive des fois que lorsque un joueur est prêté, le club qui le prête ne paie plus son salaire ou bien il paye un certain pourcentage. Donc il y a des discussions, il y a des accords qui doivent être pris aussi dans le côté financier. Le joueur doit aussi lui-même signer un nouveau contrat de prêt avec le club. Les obligations entre le joueur et l'ancien club, donc le club qui le prête, sont suspendues jusqu'à la fin du prêt, sauf s'il y a un accord qu'il dit dans le contrat, mais habituellement il n'y en a pas. La durée minimum du prêt est de 2 périodes d'enregistrement et d'une maximum d'une durée d'1 an. En gros, habituellement, les joueurs ils sont prêtés juste au maximum une saison. Il est possible, par contre, de prolonger le temps, que c'est à la place de durer 1 an, le prêt dure plus longtemps. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est James Rodriguez. Quand il avait été prêté au Bayern, il avait été prêté 2 saisons. Alors, à ce moment-là, il y a une possibilité de prolonger le prêt, mais là, il faut bien sûr le signer à nouveau un accord avec le joueur. Il est totalement interdit, et là je vous dis bien totalement interdit parce que ça se peut que la question vienne à l'examen, donc faites très attention. Il est totalement interdit de sous-prêter ou alors de vendre un joueur à un troisième club, que ce soit le premier club ou alors habituellement le deuxième club. Il n'a pas le droit de prêter à un autre club alors qu'il est déjà dans le club dans lequel il est prêté, et il n'a pas le droit non plus de le vendre. Il y a déjà eu des cas dans lesquels un club qui a un joueur prêté le vend à un troisième club. Ça, je l'ai vu déjà, que c'est déjà arrivé. Et ça, c'est totalement interdit. Ça peut aller très loin dans la FIFA. Donc, c'est possible qu'une question liée à ça arrive dans l'examen. Donc, juste faites attention. C'est logique, c'est simple. Donc, vous allez bien vous en sortir. Tout comme un joueur peut être prêté qui dure là 1 an, 2 ans après, que ça se passe super bien. Le joueur, il est satisfait dès son expérience en tant que joueur prêté. Il arrive très souvent aussi que le prêt ne se déroule pas comme prévu et que le contrat de prêt il prenne fin bien avant la date qui a été mentionnée dans le contrat de prêt. À ce moment-là, le joueur est en droit de retourner dans son ancien club. Il doit juste d'abord informer son ancien club qui va rentrer au club et aussi qu'il y a eu rupture avec le club prêté. L'ancien club, il est dans l'obligation de le réintégrer dans son équipe. Le contrat lequel il avait été mis en pause, il va reprendre dès la date où le joueur rentre dans son ancien club. L'ancien club a le droit à ce moment-là de demander une indemnité au club qui a rejeté le joueur. Cette indemnité, elle va correspondre au versement que le joueur devait recevoir entre la date de la réintégration et la date initiale prévue de la fin du prêt. Un club pro peut au maximum prêter 6 joueurs pro et il peut aussi en recevoir un maximum de 6 joueurs pro. Dans ces prêts-là, il y a un maximum de 3 joueurs qui peuvent être envoyés dans le même club et un club peut recevoir au maximum 3 joueurs venant d'un même club. Donc c'est 3-3. 3 je prête au même et 3 je reçois du même. C'est comme ça. Comme j'avais dit tout à l'heure, il est totalement interdit de faire jouer un joueur qui n'est pas enregistré pour un match officiel. Des conséquences sportives et financières peuvent s'appliquer aux joueurs et au club.
Lorsqu'un joueur, avant son transfert, on a remarqué qu'il avait des sanctions à combler, quand c'est 4 matchs ou 3 mois maximum de sanctions, alors là, l'association qui le reçoit doit être tenue au courant et à ce moment-là, il doit faire sa sentence. Sinon, si c'est une sanction plus grande, c'est la commission de discipline qui doit informer que c'est des sanctions qui doivent être comblées à niveau mondial. Les clubs sont obligés de respecter les obligations financières envers les joueurs et les clubs. Donc par exemple, un club a l'obligation de toujours payer mensuellement ses joueurs comme tout employé et employeur. Et sinon, un club doit toujours payer à la date qui est mentionnée dans le contrat le montant qui manque du transfert d'un joueur. Donc il doit toujours respecter ses obligations financières. Ils doivent respecter les dates et les montants de leur paiement. S'il y a un déplacement de 30 jours sur la paie d'un joueur, des sanctions peuvent être imposées. D'abord, pour que le processus de sanction se déclenche ou qu'il y ait une analyse sur la situation, il y a une procédure qui doit être mise en place avant. Donc d'abord, le receveur de la paie, actuellement le joueur, il doit écrire au club qu'il doit être payé et qu'il n'a pas encore reçu son argent, et il doit donner un délai maximum de 10 jours pour que le club puisse faire le transfert total si ça fait déjà plusieurs fois qu'il n'a pas reçu sa paie. Sinon, c'est le tribunal du football qui va alors lui donner des sanctions s'il n'y a aucun paiement qui n'a été fait. Par exemple, ça peut être une amende ou sinon interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs. Les sanctions peuvent être accumulatives et ça peut devenir de plus en plus sévère aussi. Chapitre 4. Stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs. Techniquement, un club et un joueur respectent toujours leur contrat. Il prend fin lorsque la date d'échéance arrive ou alors lorsqu'un accord commun est trouvé. Par contre, il arrive dans différents cas que le contrat peut être rompu. D'abord, le contrat peut être rompu par juste cause. Le contrat va être résilié sans qu'il y ait des conséquences par la suite. Il faut faire attention car il arrive qu'une partie force l'autre à résilier le contrat ou modifier les termes du contrat. Alors là, la partie victime, elle a tout le droit de le résilier pour juste cause. Un contrat peut aussi être rompu pour juste cause en raison de salaire pas payé. Comme on avait parlé précédemment, qu'un joueur peut appliquer cette rupture de contrat si au moins 2 salaires mensuels dans la date prévue n'ont pas été payés. On peut prendre l'exemple d'un joueur qui reçoit sa paie, on va dire le 20 de chaque mois. Si ça fait déjà 2 mois qu'il n'a pas reçu sa paie les 20 précédents, alors là, le joueur il peut rompre son contrat pour juste cause. Si le salaire ne se fait pas payer mensuellement, comme par exemple là on avait dit le 20 de chaque mois, il faut tenir en compte des paiements manquants d'une durée de 2 mois. Ce qui veut dire, par exemple, si le joueur reçoit sa paie chaque 15 jours, alors là on prend la totalité des paiements qui n'ont pas été payés durant les 2 précédents mois. Une autre raison de rupture de contrat pour juste cause, c'est de cause sportive. Un joueur qui a joué moins de 10% de matchs officiels pour son club durant la saison en cours, il a le droit de rompre son contrat. À ce moment-là, la situation du joueur va être prise en compte. Il pourra même des fois recevoir une indemnité parce qu'il n'a pas joué. Par contre, il peut juste rompre son contrat 15 jours après avoir joué son dernier match. Maintenant, parlons des conséquences qu'il pourrait avoir si le contrat est rompu sans juste cause. C'est la partie qui met un terme au contrat qui est responsable de payer une indemnité à l'autre partie. Il peut payer d'abord une indemnité de formation. Sinon, il peut payer selon un calcul qui prend en compte les droits du pays concerné et les spécificités dépendamment du sport dans lequel on parle. Pour un joueur, si son contrat est rompu sans juste cause, il peut recevoir la totalité de la valeur restante de son contrat. Par exemple, dans son contrat, il lui manquait 6 mois de travail et dans ces 6 mois, le paiement total qui lui manquait, on va dire, c'est 1 million. Alors là, il va pouvoir recevoir 1 million si le contrat y a été rompu. Par contre, si le joueur précédemment 2 mois ou 3 mois avant il avait signé un nouveau contrat, alors on va prendre ce qui manquait dans son ancien contrat avec le montant qu'il devait recevoir dans son nouveau contrat et on le soustrayait au montant qu'il devait recevoir pour le temps du nouveau contrat. C'est un peu compliqué à comprendre, je l'avoue. Donc si on revient un peu à l'exemple qu'on disait des 6 mois, que par exemple le joueur il lui manquait 6 mois et que ce montant-là correspondait à 1 million et que dans son nouveau contrat, ce délai-là, on va dire, il allait recevoir 750 000. Alors on va prendre le million moins le 750 000 et le montant qui reste, ça va être le montant qui va
va recevoir. Tout coupable qui casse le contrat est dans l'obligation de lui-même payer les frais. Il n'y a aucune personne ou aucune institution qui n'est autorisé à payer les frais qui doivent être payés à l'autre partie. Il arrive qu'un joueur peut aussi avoir des sanctions sportives s'il coupe le contrat pendant des périodes protégées, des sanctions qui pourront aller entre 4 et 6 mois actuellement hors football. Si on remarque qu'un club signe directement un joueur qui vient de rompre son contrat sans juste cause, alors là, on peut le soupçonner d'avoir incité le joueur à rompre son contrat. Si le club qui signe le joueur n'a pas de preuves pour se défendre, alors là, des sanctions pourraient arriver aussi à ce club-là. D'habituellement, il pourrait ne plus signer de joueurs pendant un délai de 2 périodes consécutives. Normalement, un contrat entre un joueur et un club est d'une durée maximale de 5 ans, en marquant la date d'entrée et en marquant la date de fin de la 5e saison. En ce moment, les contrats commencent à devenir plus longs, donc là, il faut vraiment voir exactement comment ils font. Mais là, techniquement, sur les documents de la FIFA, un contrat a une durée de 5 ans maximum. Un joueur de moins de 18 ans, lui, il ne peut pas signer de contrat de plus de 3 ans. On va prendre l'exemple par exemple d'un jeune du Barça, sans donner de nom, qui commence très jeune sa carrière et qui n'a pas encore 18 ans, alors son contrat pour le moment est de 3 ans. C'est sûr qu'après, on prend l'exemple encore du Barça, il veut continuer à garder le joueur quand il atteint 18 ans, alors là il y aura un nouveau contrat qui va être signé et là le temps de son contrat va être prolongé à 5 ans maintenant. Lorsqu'un joueur signe un contrat, que ce soit pour transfert ou alors là, comme on mentionnait, un nouveau contrat pour continuer dans le club, alors là, il doit d'abord passer un examen médical, ce qui veut dire qu'il doit être en bonne santé et aussi il doit obtenir un permis de travail. Par exemple, si c'est un joueur étranger qui vient encore une fois, si on dit d'Amérique latine, qui monte en Europe, alors là, il doit avoir un permis de travail qui lui permet d'exercer sa profession dans le pays demandé. Une joueuse qui part en congé maternité, d'adoption parentale, elle a le droit de continuer à recevoir son salaire. Son salaire doit être 2/3 de son salaire réel. Tout doit être inscrit dans son contrat. C'est sûr que ça lui permet aussi que la joueuse puisse se protéger à toujours recevoir le montant qu'elle recevra.